et notre espoir sur l'Afrique. Un livre de plus, qu'est-ce que tu apportes de plus dans la compréhension des événements? Il y a des sujets, je l'explique clairement dans le livre, qui m'ont emmené à écrire ce livre. Et parmi ces sujets, Janine va me pardonner, mais il y a aussi le cas de Janine, avec qui j'ai été... je reviens sur le cas de Janine, vous allez comprendre pourquoi. Il y a le cas de Janine et d'un certain nombre de Rwandais. L'ONU a mis en place un tribunal pénal international pour juger les crimes qui ont été perpétrés au Rwanda en 1994. Et des gens ont été condamnés, certaines personnes ont été acquittées, et les avocats de la défense, en fait, s'interrogeaient sur le sort des personnes acquittées. Parce qu'il y a des gens qui ont été acquittés, mais qui ont de la difficulté à trouver un pays d'accueil. Et c'était très étonnant, parce que ces personnes sont censées être innocentes parce qu'elles ont été acquittées. Alors, il y a une dame qui s'est levée dans la salle et qui a expliqué qu'en tant que Hutu, elle a expliqué une situation, elle a raconté en fait son histoire qui était très anecdotique en disant que quand elle est arrivée au Canada, elle a demandé l'asile. Lorsque son avocate a appris qu'elle était Hutu, elle a commencé à s'interroger sur sa situation. Son avocate qui connaissait un peu bien le dossier du Rwanda parce qu'ils avaient reçu des réfugiés ici, des gens, et puis on entend, il y a l'histoire du génocide, tout ce qu'on nous ressasse chaque année. Et donc cette dame qui dit que son avocate a commencé à travailler contre elle, elle lui a demandé, mais vous êtes Hutu, mais vous avez tué combien de gens chez vous? Mais quelqu'un qui demande l'asile et qui a un avocat ne s'attend pas à ça. Et pour moi, c'était très surprenant. Par la suite, je rencontre cette dame, nous avons discuté pendant longtemps, et elle m'a montré certains documents. Et parallèlement à la situation de la dame, il y avait la situation de Janine, parce que, je rappelle ici, pour ceux qui ne le savent pas, le feu, monsieur, vous dites Bicha Mupaka, le feu, le défunt mari de Janine, était l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda pendant le génocide. Et il a été acquitté par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Malgré tout, le Canada lui a refusé le droit d'asile ici, et même la résidence permanente ici. Alors que ses enfants sont ici, son épouse était ici avec leurs enfants, et tous avaient la nationalité canadienne. Mais le Canada a refusé, pour des raisons qui sont difficiles à comprendre. Alors que son mari a été acquitté. Donc toutes ces situations-là sont devenues pour moi l'objet d'investigation. Mais pour comprendre ce qui est arrivé aux Hutus, et par extension aux Congolais aussi, parce qu'on oublie que depuis, bon, on n'oublie pas, on le sait, mais parfois on a tendance à l'oublier en Occident, mais depuis 1994, après le génocide au Rwanda, depuis 1996, le Congo a été envahi par Kagame, qui continue à perpétrer la mort et la désolation sans crainte d'être importuné. Et depuis 1996, année de la première invasion du Congo, à ce jour, je rappelle que aucun officier supérieur du Rwanda n'a été sanctionné. Le seul qui a été sanctionné tout récemment, l'année dernière, c'est un officier, c'est un capitaine de l'armée rwandaise, Gafisira, qui a été sanctionné, qui se retrouve sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Et ça, c'est en 28 ans de guerre d'agression. Alors qu'en Russie, on l'a vu avec la question ukrainienne, on sanctionne des gens autour de bras, la CPI s'implique, mais au Congo, on est indifférent. Alors, pour comprendre cette indifférence-là, pour comprendre la situation des Hutus, ce qui leur arrivait, y compris ceux qui avaient le droit de vivre une vie normale après avoir été acquittés, je me suis dit qu'il fallait interroger l'histoire à nouveau. Parce qu'on savait des choses sur le Rwanda, mais ce qu'on a beaucoup ignoré, c'est le poids de la version officielle, donc du narratif officiel, non seulement dans la compréhension des événements, mais par la suite dans la manière dont les juridictions étrangères, c'est-à-dire les cours et tribunaux, les études universitaires, mais aussi les médias vont traiter la question du génocide. Et donc, c'est par cette porte-là que je suis rentré pour essayer de comprendre la situation des Hutus et par extension à la situation de la RDC. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Et donc, l'histoire, et ce que j'ai pu comprendre très rapidement, c'est qu'on a tendance à négliger le poids de l'histoire. Non seulement dans la compréhension des événements, mais dans tout ce qui se passe par la suite, en fonction de la compréhension qu'on a de cette histoire et des événements. Et on le voit ici, je vais faire des parallèles, par exemple, avec la question ukrainienne, et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je suis tombé sur un document, je suis en train de travailler sur un autre bouquin, et je suis tombé sur un document du Pentagone. Et dans ce document du Pentagone, on parle de la guerre cognitive. La guerre cognitive, c'est cette guerre qui se passe dans le cerveau de la population, des populations civiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la guerre cognitive, c'est l'extension de la guerre psychologique, si on veut. Mais pourquoi est-ce qu'on fait la guerre psychologique? Pourquoi est-ce que les armées étrangères, les armées sophistiquées, surtout les Américains, déploient d'énormes moyens
pour la guerre psychologique. Simplement parce que c'est la meilleure guerre à gagner si vous voulez gagner la guerre sur le terrain. C'est-à-dire que quelque part, de manière peut-être sans le réaliser, il justifiait les actions du Rwanda à l'étranger en prétextant que le Rwanda est un pays qui sort d'un génocide qui a été stoppé par Kagame, donc par le régime, les tenants du régime en place, et que ceux-ci, au regard de l'animosité ou de l'opposition d'une certaine frange de la population hutu qui rêverait de renverser le régime, adoptent des positions ou des comportements qui sont problématiques à l'extérieur de ses frontières. C'est ça en fait que les gens, et beaucoup de gens n'ont pas fait attention à ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, c'est problématique parce qu'au final, regardez maintenant les documentaires qui sont sortis après sur le Rwanda. C'est qu'on vous ramène toujours à l'histoire du génocide. Même dans le documentaire en question, Rwanda Unclassified, on nous ramène à l'histoire du génocide, on nous ramène au fait que c'est un pays qui a été détruit, dévasté, et qui connaît aujourd'hui une sorte de prospérité grâce à un autocrate qui s'appelle Kagame. À partir du moment où on présente les choses comme ça, tout est faussé en fait dans la compréhension des événements, parce que l'autocrate peut tout se permettre par la suite. Donc on ne va pas être brutal à l'égard de l'autocrate qui a arrêté le génocide. De temps en temps, on va lui reprocher certains comportements biscornus. Vous comprenez? Parce que quand je l'ai dit à certains Rwandais, ils étaient un peu surpris. Ils disent, mais nous on a vu le documentaire. J'ai dit, mais il faut lire, il faut bien suivre ces documentaires, c'est très subtil. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, en 2010, quand le rapport Mapping est sorti, tout le monde était content, on disait que le Rwanda va être sanctionné, vraiment Kagame est foutu et tout. Et j'avais pris la parole ce jour-là. Et j'avais dit à mes frères du Rwanda, parce qu'il y avait les Rwandais, les Burundais, les Congolais ce jour-là. Et je leur avais dit, faites attention, ne créez pas victoire très vite, parce que ce rapport, tel qu'il est présenté, avec ce que je vois, n'a pas été rédigé pour inculper les gens qui sont au pouvoir au Rwanda. Ça sert d'élément de chantage ou de pression politique. Ne criez pas vite victoire. Je crois que c'est Perpétue qui m'a même rappelé, parce que j'étais là. Ça, c'était en 2010. 14 ans plus tard, avec le rapport Mapping, où en sommes-nous? Et vous allez voir que si vous prenez même un rapport comme le rapport Mapping, qui est accablant pour le Rwanda, mais on vous dit, dans ce qui concerne le crime de génocide, parce que là on parle de génocide contre les Hutus, qui ont été massacrés systématiquement au Congo, on nous dit que le crime de génocide doit être déterminé par une juridiction internationale. Ce qui est vrai, c'est la logique. Mais le problème, c'est que dans le cas du Rwanda, on n'a pas adopté la même posture. Dans le cas du Rwanda, on a parlé du génocide avant la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et on est parti du principe qu'il y avait un génocide pour juger les gens. Et pourquoi on est parti de ce principe-là? Parce qu'on est parti de ce postulat-là, simplement parce que le narratif au sortir de la guerre était que les Hutus ont perpétré un génocide qu'ils ont planifié. Et puis les gens de Kagame remontent plus loin, même pas en 1994, qu'ils ont planifié depuis 1959. On va comprendre pourquoi. Ils ont planifié ce génocide-là pour exterminer les Tutsis. Et une fois qu'on a dit ça, et une fois que tout le monde a accepté ça, parce que tout le monde a accepté ce narratif, pendant la guerre déjà, on nous parlait de génocide au Rwanda. Et ceux qui ont suivi les événements au Rwanda savent que la première fois, officiellement, qu'on a utilisé le mot génocide, c'était dans un rapport de 1993 sur les événements au Rwanda, dans lequel on nous a expliqué que le président Habyarimana menait une politique de génocide contre la minorité Tutsi. C'était dans un rapport de 1993. Beaucoup de Rwandais connaissent ce rapport-là, qui est encore aujourd'hui utilisé dans les cours et tribunaux. Et donc, quand le génocide a pris fin au Rwanda, les premières études sur le génocide allaient dans ce sens-là. On n'a pas cherché à comprendre ce qui est arrivé. On n'a pas cherché à comprendre la guerre civile qui a mené au massacre. Pas seulement des Tutsis, mais aussi des Hutus et des Twa. En fait, tout le monde a massacré tout le monde là-bas. Il y avait des victimes parmi les bourreaux, il y avait des bourreaux parmi les victimes. C'est ce que moi j'explique. C'est-à-dire que les gens se sont entretués. Et la guerre était motivée, donc les massacres et la guerre d'abord étaient motivés par des raisons politico-militaires. Parce que lorsque Kagame attaque le Rwanda, ce n'est pas pour libérer le Rwanda, c'est pour s'emparer du pouvoir. C'est le retour d'anciens hégémonistes qui avaient perdu le pouvoir en 1959.
Donc pour les Congolais qui ne le savent peut-être pas, parce que un certain nombre de Rwandais connaissent quand même la réalité historique de leur pays, mais en 1959, il y a une révolution sociale au Rwanda qui mène à la fin de la monarchie Tutsi qui régnait sur le pays dans la terreur, contre les Hutus qui étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. C'était comme ça. Et à plusieurs reprises, ces Tutsis ont voulu reconquérir le pouvoir perdu dans les années 60. Et ils ont échoué. Et ces échecs il y a eu des programmes contre les Tutsis, mais ce sont des programmes qui s'inséraient dans un contexte sociopolitique volatile lié à l'invasion répétitive du territoire rwandais par les Tutsis, hégémonistes Tutsis qui avaient perdu le pouvoir. Parce que ça, c'est essentiel de le rappeler pour éviter des amalgames. Parce que les gens de Kagame disent que le génocide a été planifié depuis 1959. Non, en 1959, ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient et qu'ils exerçaient de manière arbitraire. Et ils ont voulu reconquérir ce pouvoir-là et ils ont échoué. Et cela a emmené aussi des pogroms et parfois des affrontements entre les Hutus et les Tutsis. Mais par la suite, il y a eu le coup d'État de 1973 au Rwanda qui a emmené le général Habyarimana au pouvoir. De 1973 à 1990, on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de terribles programmes comme les Tutsis, comme on l'a dit. Et moi, j'ai été très frappé. Hein. Je suis tombé sur l'intervention d'un Tutsi qui s'appelle, paix à son âme, Antoine Nietera. Certains d'entre vous le connaissent, et lui, c'était un Tutsi assez spécial. Je le trouve assez spécial parce qu'il était très dur parfois à l'égard des autres Tutsis. Et devant l'Union européenne, il avait dit, écoutez, nous les Tutsis, nous devons quand même reconnaître que soit à Biarimana, nous n'avons pas vraiment été marginalisés. Il a dit publiquement, ça existe. Et donc, vous avez ce contexte politique-là, de 73 à 90, il n'y a pas de marginalisation. Et même avant, parce qu'il y a des Rwandais qui ont mal interprété mes propos, la marginalisation, entre guillemets, les programmes qu'il y avait contre les Tutsis, même à l'époque du président Kayibanda, s'insérait dans un contexte sociopolitique. C'est toujours important de contextualiser. S'il n'y avait pas l'invasion extérieure de ceux qui s'appelaient Inyenzi, c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler, du Rwanda par les Tutsis qui ont été renversés, les revanchards, est-ce qu'on aurait eu des programmes contre les Tutsis à l'intérieur? Non. Vraisemblablement non. Donc, quand on analyse une situation, il faut l'insérer dans le contexte du moment. Et je le dis pourquoi? Parce que lorsque la guerre de Kagame attaque le Rwanda à partir de l'Ouganda en 90, il y a des arrestations massives qui se font au Rwanda. Tout le monde, dans la littérature scientifique et même dans les médias, on nous a expliqué qu'on avait arrêté 10 000 Tutsis, qu'ils avaient été mis en prison, qu'ils avaient été marginalisés. Moi, j'ai été surpris en discutant avec certains militants rwandais qui m'ont dit non, il n'y avait pas beaucoup de Tutsis. La majorité de ceux qui étaient en prison, c'était des Hutus. Moi, je me suis dit, mais c'est quand même surprenant ce que vous me dites. Vous me dites que ceux qui avaient été mis en prison à l'époque, ce n'étaient pas des Tutsis, c'était des Hutus. On m'a dit oui, et on m'a expliqué pourquoi. Et ça permet de comprendre le contexte sociopolitique qui a prévalu au Rwanda pendant l'époque du président Habyarimana, où il y avait des rivalités entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. La rivalité, ce n'était pas entre les Hutus et les Tutsis, comme on nous explique, pour justifier par la suite le narratif officiel sur le génocide. Ce type de rivalité, on le voit d'ailleurs dans la plupart des pays africains, en réalité. Ce n'est pas une nouveauté. Je vais vous donner un exemple qui va vous surprendre. En RDC, aujourd'hui, vous avez un pouvoir, le pouvoir du président Félix Tshisekedi, par exemple. Ce sont les Luba qui sont au pouvoir. C'est un pouvoir qui est considéré comme très clanique, comme tribal. Il n'en demeure pas moins que même entre les Luba, il y a des divisions. Énormes en plus. Oui, entre ceux qu'ils appellent ceux de Mbujimai et ceux de Kananga. Vous voyez? Donc, ce qui se passe au Rwanda n'est pas une exception dans l'histoire politique du continent africain. On le voit dans plusieurs pays où il y a ce type de rivalité. On le voit même dans un pays comme le Tchad, où le clan au pouvoir est traversé par d'énormes dissensions. Donc ça a toujours existé. Donc prétendre, comme on l'a toujours dit, que les Tutsis étaient marginalisés, parce qu'il y a une des choses qu'on ressort souvent, c'est les quotas qui existent au Rwanda. La carte avec des mentions ethniques. Mais moi, quand je parlais de ça, il y a un Camerounais qui m'a appelé, qui m'a dit, M. Beko, qui connaît très bien le Rwanda, il dit, mais chez nous, c'était comme ça aussi. Donc, ce n'est pas une particularité propre au Rwanda, comme on a essayé de le faire croire dans une certaine littérature occidentale.
Je dis occidental pourquoi, et je veux revenir là-dessus, parce que je me suis beaucoup intéressé à la manière dont l'histoire a été écrite. Et bien entendu, l'histoire officielle du génocide a été écrite par les Occidentaux, pas par les Rwandais. Et même ceux des Rwandais qui ont tenté d'apporter de la nuance à tout ça, n'ont pas été écoutés, sauf ceux qui vont dans le sens du narratif officiel. C'est comme ça. Et donc, moi, en examinant tout ça, mon premier constat était que les Tutsis n'étaient pas menacés sous le président Habyarimana. Et même quand vous remontez sous le président Kayibanda, vous examinez les archives, il faut beaucoup de nuances parce qu'on a reproché au régime de Kayibanda de mener une politique de nettoyage ethnique, c'est pas vrai. On a des rapports de l'ONU sur les événements du Rwanda. Souvent on l'oublie. Dans les archives, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous a présenté. Donc l'idée même que les Hutus auraient planifié un génocide depuis 1959 me paraît problématique. Le génocide, prend fin. Tout d'un coup, African Rights sort son rapport avec ce type de témoignage. Et à ce moment-là, le monde entier pense que ce qui s'est passé au Rwanda, c'est une histoire des bons d'un côté, donc Kagame et ses hommes d'un côté, et les méchants, ce sont les Hutus. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il était difficile, même après, encore aujourd'hui, de faire comprendre aux journalistes, à certaines ONG et même à des universitaires que la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda, le narratif officiel n'a qu'un rapport lointain avec la réalité des faits. C'était difficile. Et d'ailleurs, l'une des personnes qui le dit clairement dans son livre, c'est la journaliste britannique Michaela Wrong. Quand vous lisez dans son livre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, par rapport au crime de Kagame au Congo, lorsque l'ambassadeur de France lui explique que les hommes là sont en train de massacrer les Hutus et les Congolais, Michaela Wrong dit, mais ce qu'il dit des soldats Tutsis ne ressemble pas à ce que nous savons de ces gens-là. Elle le dit, elle reconnaît que la plupart d'entre eux ont été entubés par les gens du FPR. Et j'ai eu une discussion avec un membre de Reporters sans frontières. Et je ne citerai pas sa nationalité, mais c'est un occidental. Et son témoignage, pour moi, est très important parce que ça permet de comprendre comment est-ce qu'ils ont été conditionnés. Si vous permettez, je pourrais le citer parce que c'est quelqu'un qui est un témoin important des événements survenus au Rwanda et c'est quelqu'un qui est frustré. Vous savez, quand vous avez été manipulé pendant autant de temps et vous pensez connaître la vérité alors que vous êtes manipulé, au final, quand vous comprenez tout ce qui se passe, vous comprenez la réalité des faits, vous êtes révolté. Et cet homme, ils sont deux, j'ai interviewé deux, un qui appartient à une ONG et un autre qui est un historien, qui sont tous révoltés. Je dis bien un historien, des gens qui sont censés avoir une certaine distance par rapport aux événements, mais qui, d'une certaine manière, tous ont été manipulés. Établissaient un contrôle strict sur les étrangers qui travaillaient ou se déplaçaient dans les régions qu'ils contrôlaient. Des officiers de liaison et d'information se dépensaient sans compter pour influencer les idées des personnes venant de l'extérieur, tandis que ceux qui étaient employés par des étrangers devaient faire des rapports sur les activités et les conversations de ces derniers. Les journalistes et les employés des organisations humanitaires n'étaient généralement autorisés à se déplacer en territoire contrôlé par le FPR qu'accompagnaient des guides désignés par les autorités, c'est-à-dire les officiers de Kagame qui contrôlaient le théâtre des opérations. Donc c'est eux qui accompagnaient les journalistes partout. Tout en proclamant son engagement à l'idéal des droits de l'homme et les valeurs d'ouverture et d'honnêteté, le FPR s'est forcé de limiter les investigations susceptibles de mettre à jour les preuves d'exactions commises par ses soldats. C'est la raison pour laquelle il a été difficile de documenter correctement le crime du FPR. Pas seulement au Rwanda, ils l'ont fait aussi au Congo. Pendant la première guerre de Kagame au Congo, à travers l'ADEL, il y avait cette stratégie de bouclage du théâtre des atrocités, de sorte qu'il y a eu tellement... Il était difficile de comptabiliser ou d'avoir une idée des gens qui étaient tués. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous lisez le rapport mapping, pour ceux qui connaissent bien le dossier, quand vous lisez entre les lignes, vous voyez qu'on cite beaucoup de sites d'atrocités, mais on en néglige d'autres parce qu'en fait, on n'est pas capable de les étayer correctement. Ils avaient cette capacité d'arriver, et ça on le retrouve dans le document de la justice espagnole, ils arrivaient, ils pouvaient massacrer dans une région des milliers de personnes et les incinérer. En Bandaka, par exemple, en RDC, ils ont tué des gens qu'ils jetaient dans le fleuve. Et à un moment donné, il y avait tellement de corps dans le fleuve que les habitants, les gens de l'Équateur, ne voulaient plus manger de la viande, le poisson qui provenait de ce fleuve-là. On les appelait, je crois, des poissons contaminés ou gavés de chair humaine. Et c'était, oui, c'est comme ça, c'était leur stratégie.
Et tout ça permet de comprendre pourquoi on en sait très peu. Aujourd'hui, on en sait plus. Avec les enquêtes qui sortent, mais on n'en savait pas beaucoup sur les crimes de Kagame au Rwanda. Et ça a continué. De sorte que, au sortir, à la fin du génocide, il y a cette histoire officielle qu'on a des bons d'un côté et des méchants de l'autre. Le premier rapport, c'est African Rights, je vous ai dit. Le second rapport, c'est celui de Human Rights Watch. C'est le rapport qui est venu détrôner le rapport d'African Watch. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les gens d'African Watch étaient tellement militants que certaines personnes à l'ONU, surtout au TPIR, au Tribunal pénal international pour le Rwanda, ont commencé à se méfier d'eux. Parce que la dame, juste pour vous donner une idée, une ONG qui a des problèmes de financement et qui est logée dans le même bâtiment qu'abritent les services de renseignement rwandais. Oui, parce que leur siège, à un moment, c'était dans le bâtiment où il y avait les services de renseignement rwandais. Et c'est cette ONG-là qui a été prise au sérieux à travers le monde. C'est son rapport qui est utilisé au Tribunal pénal international pour le Rwanda pour juger les Hutus vaincus. Et c'est encore cette dame-là, c'est son rapport qui va être utilisé ici au Canada contre des Hutus poursuivis pour génocide. Et c'est le cœur, en fait, de l'argumentaire de ce livre. Comment le narratif officiel va permettre d'inaugurer une forme d'arbitraire, pas seulement sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan, je dirais, académique. Parce que vous avez aujourd'hui des gens qui ne permettent pas qu'on questionne l'histoire officielle du génocide. Dès que vous le faites, vous êtes violemment attaqué. Il a une approche intégrale qui détonne complètement par rapport à l'Occident. Ça veut dire qu'il y a une structure, il y a de l'engineering en arrière, cynique, pour y dire, mais très efficace. Le militaire, l'enseignement, le politique, l'économique, ainsi de suite. Tout ça est intégré et les groupes se consultent. Donc, c'est très difficile de se battre contre un système comme ça intégral quand tu agis de façon dispersée comme les régimes occidentaux. Tu as le ministère de la Défense qui est indépendant du ministère de la Coopération internationale, qui est indépendant d'autres départements. Les départements sont très indépendants, alors qu'au Rwanda, tout est centralisé. C'est ça que je veux dire. L'autre élément que j'aimerais souligner, c'est la finance. J'aimerais vous entendre parler sur le rôle de la finance, de l'argent et des firmes internationales là-dedans. Puis finalement, j'aimerais vous entendre parler au niveau de la violence, parce que ces gens-là utilisent la séduction quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, ils utilisent la violence. Donc, comment est-ce qu'on navigue devant un système comme ça? Merci. On s'est intéressé à la carte psychologique de Kagame. C'est l'une des choses qui m'a vraiment frappé, c'est cette capacité de ne pas seulement contrôler le terrain, mais de contrôler les esprits. Et tantôt, je discutais avec mon ami Alison, justement, nous nous posions la question de savoir, mais est-ce que les gens qui parlent du Rwanda, qui défendent Kagame, est-ce qu'ils le pensent vraiment, est-ce qu'ils sont sincères? Certains le sont. Vous avez beaucoup de farceurs là-dedans, mais vous avez ceux qui le pensent vraiment. Et c'est parce qu'il y a un travail de séduction incroyable, mais doublé d'une violence autant symbolique que physique, qui ne dit pas son nom. Non, physique. Oui, je dis symbolique et physique parce qu'aujourd'hui, par exemple, les Rwandais, ceux qui sont au Rwanda, il y a un tel niveau de suspicion qui découle d'une peur enfouie du régime qui fait que les gens se comportent comme des robots. Moi, j'ai une amie que je cite, c'est une connaissance qui est anthropologue. Je cite son cas dans le livre parce que ça m'a beaucoup parlé. Elle est allée au Rwanda pour travailler sur les journalistes, le journalisme après le génocide, l'anthropologie du journalisme, et tout ça en terrain de guerre. Cette dame a fait le Cambodge, tous ces terrains compliqués, il y a l'Yougoslavie. Elle arrive au Rwanda, elle me dit, on discute, elle me dit, tu sais Patrick, je suis arrivé, tout était beau. Et à un moment donné, je me suis aperçu que les gens disaient la même chose. Il dit, t'arrives quelque part, les gens disent la même chose. Je dis, mais en tant qu'anthropologue, elle se dit, il y a un problème ici, c'est pas normal d'arriver quelque part où les gens disent la même chose. Tu rencontres un étranger que tu ne connais pas, tu lui poses une question,
Il te donne la même réponse que l'autre dame ou le monsieur que tu as rencontré ailleurs, qu'ils ne se connaissent même pas. Elle m'a dit qu'il y avait un problème. Elle a appelé son directeur de recherche. Elle dit, mais je pense que je veux modifier mon travail de recherche pour intégrer la violence symbolique. À partir de ce moment-là, son regard a complètement changé. Elle s'est aperçue que les personnes qu'elle croyait être ses voisins, ses amis, en fait, c'était des gens qui appartenaient au FPR ou qui appartenaient au système. Elle a dit, je n'ai jamais vu un tel système de ma vie, à un point tel qu'elle a commencé à douter de tous les témoignages qu'elle avait recueillis, et elle a quitté le Rwanda en catastrophe, en trompant ses geôliers, entre guillemets, les gardiens de son immeuble, en disant que son ordinateur était problématique, elle devait rentrer au Canada. Elle sursautait la nuit. Elle m'a dit, je me réveillais la nuit en sursaut, en ayant peur d'être arrêté. C'est-à-dire que c'est un système sophistiqué qu'il n'est pas facile de déceler comme ça, même quand vous êtes au Rwanda. La raison pour laquelle beaucoup d'Occidentaux qui vont au Rwanda sont séduits par le système. Parce que ça a l'air tellement beau, tout est tellement paisible que tu ne peux même pas te dire que c'est un pays hyper contrôlé. Il y a un témoignage dans le livre qui m'a donné froid dans le dos où un homme dit, même dans les couples, parfois les gens se méfient les uns des autres. Voilà, les Rwandais vous disent, ouais. Donc, même dans les couples, les gens, certains se méfient. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais si dans un couple vous vous méfiez de votre épouse, et votre épouse se méfie de vous, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est le système Kagame. C'est le système Kagame. Pierre Péan, de Rose Mémoire, pendant nos discussions, il me disait, tu sais Patrick, il faut faire une étude sur la guerre psychologique menée par Kagame. Il me répétait ça. Il disait, il a réussi à empopiner les Occidentaux. Il dit, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire une étude sur ce phénomène. Il l'a réussi. Il a empopiné toute l'Afrique. Et ça alterne tout, la violence symbolique, la violence physique, les finances, parce que les finances, ça vous permet de contrôler. Et regardez comment ils ont traité la guerre du Congo. Au début de la deuxième guerre du Congo, ils ont créé un bureau qu'ils ont appelé le Bureau Congo, le Congo Desk, qui s'occupait du pillage du Congo. Oui, et c'était au ministère de la Défense. Et quand vous regardez le Rwanda, j'ai toujours l'habitude de dire, le Rwanda appartient à Kagame au FPR. Le Rwanda en tant qu'État est vide, n'a rien. Il contrôle tous les secteurs de l'État et ça leur permet d'avoir un contrôle sur la population, sur tout le monde. Et ça leur permet aussi de gérer les partenariats étrangers. Et il est vrai que ce système d'ingénierie sociale, c'est tellement sophistiqué, parce que c'est de l'ingénierie sociale. C'est tellement sophistiqué que vous vous dites, comment ils ont réussi à faire? Et je cite un gars du FPR, avec qui j'ai eu de très longues discussions, qui m'a permis de comprendre comment Kagame gérait les juridictions occidentales. On a parlé de beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas tout mettre. Mais l'une des choses qu'il m'a dit, c'était, on discutait, il m'a dit, tu sais, il dit, Monsieur Beko, je dis oui, il dit, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes un danger pour nous? Je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? Moi, je ne vous ai rien fait, j'ai juste le livre. Il m'a dit, dans notre entendement, le fait de comprendre comment nous fonctionnons est un problème pour nous. Exact. Donc, vous confirmez? Oui. Il dit, c'est que vous comprenez les subtilités du système. Et c'est gênant. Il dit, c'est gênant. Et je ne vous mens pas, ça m'a un peu fait peur. Je dis, mais c'est juste un bouquin, nous écrivons. Il dit, mais nous ne vendons pas seulement le bouquin, on vous écoute. Et si vous comprenez ce système, cette ingénierie sociale-là qui est opérée, c'est pas bon. Parce que tout leur système repose sur ça. En fait, c'est comme un monde parallèle, le Rwanda. Quand vous êtes au Rwanda, vous marchez dans des rues propres, mais c'est comme un monde parallèle. Oui, exact. Et même les Rwandais qui sont là, certains ont fini par intérioriser le système, au point d'y croire, sans y croire. C'est une réalité. Je pense que c'est important d'insister sur le mot du social engineering. Ouais, c'est pas par hasard, il n'y a rien qui est fait au hasard au Rwanda. Mais regardez dans tout ce qui se passe sur le Rwanda, c'est frappant. Récemment, après Rwanda Unclassified, là, il y a un truc qui est sorti. Comment est-ce qu'ils utilisent, par exemple, les réseaux sociaux, ils utilisent l'intelligence artificielle. Ils sont la pointe de tout. Mais il faut comprendre que ce sont des gens qui ont été formés par les Américains, par les Israéliens. Ils se mettent constamment à jour, les Rwandais. Et c'est pour ça que, je cite d'ailleurs dans le livre, il y a un responsable de Stratford
une agence de renseignement américain qui dit mais comment comprendre qu'un pays comme le Rwanda, un petit pays, ait atteint cette dimension en matière de crimes extraterritoriaux, et il expliquait en fonction de son système, de son appareil répressif, mais de son système de renseignement, qui, d'une certaine manière, équivaut quand même à celui de certains pays occidentaux. Moi, je pose la question en disant quel est l'apport qu'apportent justement les pays occidentaux dans ce mérite qu'on leur attribue, dans la mesure où c'est quand même un terrain d'expérimentation, aussi bien technologique, médicale, et tout ce qu'on ne dit pas. Parce que, vous savez, dans le nord de mon pays, là, à Rwengeri, je peux vous parler d'un hôpital. Cet hôpital, il est dans un coin, je vous dis, je pense que même les intellectuels rwandais, c'est dans le coin de... Chez Poncien. Voilà. Chez nous, on disait que c'est vraiment, comme on dit, derrière la maison, parce qu'ils disent qu'ils parlent même une langue qui n'est pas comme ça. Mais il y a un hôpital de pointe, technologie de pointe. Qu'est-ce que cet hôpital fait dans ce coin reculé? Donc c'est pour ça que moi, la question c'est, est-ce qu'on n'attribue pas tout à Kagame alors que ce sont les Occidentaux qui font tout le travail à travers Kagame? Mais Kagame, c'est, comment dirais-je, moi je rappelle toujours aux gens une évidence qu'on semble souvent oublier. Le Rwanda dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. C'est un pays pauvre. Donc on n'est pas trop différent avec le Congo et tout ça. Mais la seule différence, c'est que là-bas, il y a quand même, ils sont un peu plus sérieux que les gens du Congo. Je peux dire ça comme ça sans complaisance. Mais ça reste un pays pauvre. Et Kagame, en fait, surfe sur ça. Mais vous savez comment ça dépend de comment on le voit. Il y a le regard africain et le regard occidental. Pour ça, un certain nombre d'occidentaux, Kagame n'est rien. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Rwanda a signé son truc, c'était comme Manchester, et puis Arsenal. Vous avez entendu les propos des responsables néerlandais, par exemple, aux Britanniques. Ils sont pauvres, on ne leur donne pas l'argent pour acheter de la pub. Il y a un regard, ils savent que nous l'avons fabriqué. C'est comme le maréchal Mobutu. Au sommet de sa puissance, ceux qui l'ont soutenu savaient ce qu'il valait. Et ils n'ont pas hésité le moment venu à se débarrasser de lui. Je crois que le Rwanda, oui, Kagame, parce que Kagame, c'est quelqu'un qui imite beaucoup les Occidentaux. Il y a des choses qu'il fait, il imite l'Occident, même si c'est le FPR qui contrôle l'économie du pays. Mais certaines choses au Rwanda, ce sont les Occidentaux. Moi, j'ai toujours eu cette impression que le Rwanda est un pays privatisé. Mais c'est ça, exactement. Le Rwanda est un pays privatisé qui donne l'impression d'être un pays très développé, tout ce qu'on veut, mais en réalité, c'est un pays qui ne s'appartient pas en réalité, qui n'appartient pas à son peuple. Le pays appartient à Kagame, au FPR et aux intérêts étrangers qui gravitent autour du FPR. Et le jour où Kagame tombera, les Rwandais s'apercevront que leur pays n'a rien. C'est une coquille vide. Et à partir de ce moment-là, Kagame, on lui a conseillé aussi d'avoir ce qu'on appelle le Presidential Advisory Committee, sur lequel il y a des grands politiciens américains, des grands maniants de saumon, des Britanniques, et Tony Blair. Je ne sais pas s'il est toujours sur le comité, mais c'est ça. C'est pas Kagame qui fait tout ça. Il y a des gens qui le font fonctionner, et avec le Rwanda Inc., à partir de ce moment-là, donc ils ont créé, comme tu le dis, un pays privatisé. Voilà. Exactement. Alors le point soulevé, c'est que dernièrement, la communauté internationale, c'est très récent, venait de refuser le versement de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise qui est en Mozambique. À Cabo Delgado. Voilà. Alors, parce qu'ils ont mis en suspens ce versement de 20 millions à cause justement de la présence du M23 au Congo. Alors maintenant, ils sont en train de comprendre que ces millions qui sont soi-disant destinés à l'armée rwandaise au Mozambique peuvent être dirigés sur l'armée rwandaise au Congo. Bon, la question, c'est que il y a la présence rwandaise Tutsi au Congo-Brazza. Et même jusqu'au niveau de la présidence. Vous êtes au courant de
la présence d'une dame Oui. qui est conseillère du président. Alors, que pensez-vous de la présence des Rwandais Tutsis au Congo-Brazzaville? C'est qu'il y a des dissensions au sein de l'Union européenne. Il y a des pays qui plaident pour que le Rwanda soit quand même financé, parce que je rappelle qu'à Cabo Delgado, ils ne combattent pas seulement les soi-disant djihadistes, mais ils sécurisent aussi les intérêts de Total, une compagnie française là-bas. Donc le Rwanda, non seulement le pays est d'une certaine manière privatisé, mais son armée sert de mercenaires à des entités étrangères un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Et donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Mais est-ce que ça restera sous ce monde pour longtemps? Je n'en sais rien. Mais une chose qui est sûre aussi, c'est que les Occidentaux s'aperçoivent que dans un monde multipolaire où d'autres centres de pouvoir sont en train de discuter ou de rejeter l'hégémonie occidentale et qui suscitent des adhésions au niveau du continent africain, ils comprennent très vite que si ils s'obstinent à soutenir le Rwanda comme ils le font, à un moment donné, le Congo finira peut-être par regarder ailleurs, puisque déjà les opinions publiques au niveau de la RDC et même de beaucoup de pays africains font savoir aux autorités des pays en place qu'il faut traiter avec d'autres puissances. On parle ici de la Russie parce que la Chine est déjà là d'une certaine manière. Donc ils comprennent aussi qu'à force de jouer yo-yo avec les Congolais, tôt ou tard, le Congolais finira peut-être par regarder ailleurs. Et quand vous analysez les propos de Félix Tshisekedi à ce propos, on se rend bien compte qu'il comprend quand même cet enjeu-là, même si avec lui, il faut toujours attendre, parce que les actes et puis les discours ne suivent toujours pas. Mais le fait qu'il ait relevé sur LCI que les pays, la Chine, la Russie sont des partenaires fiables, est un signe qui ne trompe pas et qui, je crois, a fait comprendre aux Occidentaux qu'il ne faut pas continuer à jouer avec le Congo comme ça, parce qu'un jour, il finira peut-être par tourner le doigt à l'Occident, même s'il ne le fait pas, il va ouvrir quand même les bras pour accueillir les Russes et les Chinois qui sont déjà là et qui intensifient leur présence, parce qu'il faut rappeler que lorsque les Américains ont permis à Tshisekedi de se débarrasser de Kabila, en retour, ils attendaient de lui qu'il neutralise les Chinois, le contrat chinois au Congo. Et Tshisekedi ne l'a pas fait parce que c'est d'abord très complexe et compliqué, mais ça peut lui apporter aussi des problèmes. Et donc ça, les Américains n'ont pas apprécié. Je crois que la réalité géopolitique de ce jour m'emmène à être un tout petit peu optimiste en espérant que les autorités congolaises sauront tôt ou tard tirer leur épingle du jeu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà eu une première vague de Rwandais qui est arrivée au Congo. On a parlé de Banyamulenge. Et ensuite, après donc, le génocide, il y a eu cette deuxième vague avec la première guerre du Congo. Je voudrais savoir votre point de vue par rapport à ce qu'on dit de le royaume du Rwanda qui est organisé ou bien pensé déjà par les intellectuels rwandais autour donc, du Rwanda et les deux Kivu du Congo. Est-ce que cette théorie ou bien ces pensées sont valides ou est-ce qu'elles peuvent bien être réfléchies ou possibles dans les années à venir? Merci. Ma question est de savoir, avec toutes les infiltrations qu'on a eues chez nous au Congo, je voulais dire que pour nos enfants, on a perdu à peu près 30-35 ans. Pour l'avenir de nos enfants, comment vous voyez ça avec la politique qui est présentement au pays? C'est ça ma question. Merci. Si je vous donne un exemple, vous prenez sur le plan minier, on ne le dit pas assez, mais nous traitons avec des entités rwandaises dans l'exploitation illicite de ressources naturelles du Congo. Il faut le garder à l'esprit, c'est une réalité. Oui. Parce que nous avons un système aujourd'hui, le danger avec le système de corruption qui finit par devenir une mafia, c'est ça. Dans une mafia, vous avez des règles. Vous avez des familles qui se combattent, mais qui établissent des règles d'exploitation. C'est-à-dire que, bon, on peut se faire du mal, on peut de temps en temps tuer le fils de l'un ou de l'autre, mais nous avons des règles et nous devons maintenir les règles en place. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré les vociférations du président Félix Tshisekedi, il n'en demeure pas moins que sur le terrain, ce qui est posé comme geste n'est pas en adéquation avec ce qui est dit, ce qui est prononcé dans les discours. Et c'est ça qui me rend plus pessimiste parce qu'en plus, on met dans la diplomatie des gens qui ne comprennent rien à la diplomatie et pire, qui n'ont pas la maîtrise des enjeux en présence dans la sous-région.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré l'EAC. Vous savez, quand Félix Tshisekedi se rapprochait du Rwanda à son arrivée au pouvoir, Kagame était isolé dans toute la sous-région. Isolé. Donc, à l'époque, j'étais le conseiller de Félix. La première chose que je lui ai dit, c'est: Monsieur le Président, ce type-là est isolé, il faut le laisser comme ça et intensifier les relations avec tous ses ennemis. Mais le Rwandais était plus malin parce qu'il se rapprochait de la RDC. Et à travers la RDC, il a pu se rabibocher avec un certain nombre de pays pour se retourner contre le Congo par la suite. Et ça, je l'ai dit, 4 mois après l'arrivée de Félix au pouvoir, j'avais écrit un article, des raisons profondes d'un rapprochement. Et j'expliquais les raisons de rapprochement entre Kagame et la RDC. Je dis: il faut faire extrêmement attention parce que ça va se retourner contre le Congo. Et donc, à la lueur où vont les choses, je peux vous dire, le cœur gros, que l'avenir est vraiment est très sombre pour le pays. Et on espère toujours qu'il y aura un sursaut. Parce que vous savez, c'est le paradoxe du Congo, hein, c'est que autant vous avez des gens, c'est un système qui est devenu tellement mafieux, tel un cancer qui se métastasise dans tout le corps, autant vous avez à l'intérieur des patriotes qui quand même voient tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui peut-être un jour s'élèveront contre tout ce système-là. Parce que les gens avec lesquels je discute parfois appartiennent au système, ils ne partagent toujours pas ce qu'ils observent à l'intérieur du système. Et donc j'espère qu'un jour il y aura ce sursaut patriotique qui va emmener les uns et les autres à prendre des dispositions pour empêcher la chute vers l'inéluctable. Donc voilà. Je sais que Kagame a essayé de tuer Tshisekedi plus de 16 fois. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui est bien placé. Et maintenant, il est en train d'acheter des terres à Brazzaville, donc près de Kinshasa. Et pourquoi il n'y a pas de réaction vigoureuse de la part du Congo, vraiment, pour se protéger et nous protéger, en fait? Oui, mais il ne faut pas avoir une vision tunnel, il faut avoir une vision périphérique. En politique étrangère, c'est extrêmement important. Mais je vous donne un exemple simple. Lorsque les États-Unis font la guerre en Ukraine, vous pensez que c'est pour les Ukrainiens? Ils sont chez eux, aux États-Unis, l'Ukraine en Europe. Mais ils vont là-bas faire la guerre par procuration pour les intérêts américains. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand vous êtes président du Congo, vous êtes obligé d'avoir l'œil sur tout ce qui se passe, pas seulement autour, dans les frontières congolaises, mais à l'au-delà. Vous devez savoir ce qui se passe au Canada. C'est à ça que servent les ambassades. Si des gens conspirent ici contre le Congo, comment vous allez savoir si vos ambassades ne fonctionnent pas, si vos services de renseignement ne sont pas performants? On peut tout reprocher à Kagame, mais sur ce point-là, il est très bon. Très fort. C'est-à-dire que Kagame s'exporte, parce que la doctrine Kagame, c'est d'exporter la guerre chez l'autre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils emmènent la guerre chez l'autre. Moi, je rappelle toujours que les États sont dirigés par des humains. Ici, vous avez des gens qui ne sont pas compétents ou qui ne sont pas à la hauteur de la charge qui est à l'heure, ils ne feront rien. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez être le Congo ou la Russie, ça ne changera rien. Je rappelle qu'il y a eu en Russie un certain Boris Eltsine qui était devenu la risée de tout le monde. Il était à la tête d'un pays, de la première puissance nucléaire et de plus grands pays au monde. Et on a vu ce qu'il a fait de la Russie, jusqu'à ce qu'arrive un certain Vladimir Poutine. Donc ce sont les hommes qui font aussi les États. Oui. Et le Congo, malheureusement, n'a pas ces hommes-là qui peuvent faire la différence aujourd'hui et relever les défis auxquels le pays est confronté. Je pense que tout le monde dans la salle est comblé. Puis on ne peut que le soutenir et puis on prie Dieu qu'il lui prête la vie pour continuer à expliquer parce que en résumé son message nous interpelle pour nous mettre ensemble et puis nous informer pour sortir l'Afrique et les autres peuples qui sont sous le joug de la manipulation, de se libérer et d'arriver vraiment à la justice, mais à l'autodétermination. Donc, je suis Pierre Claven Kinamobanzi, président du Congrès rwandais du Canada. Je suis très heureux d'avoir participé à l'événement du lancement du livre de Patrick Mbeko.
un gars vraiment brillant, un chercheur infatigable qui écrit des choses basées sur des faits, qui ne raconte pas n'importe quoi et qui connaît bien quand même l'histoire, des événements qui se passent dans notre région des Grands Lacs. Nous sommes heureux de l'avoir comme confrère et comme ami. Merci. Oui, merci Patrick, merci pour ton travail. Je souhaite que tu puisses continuer dans la même voie. Ton travail est très utile et ça nous apporte beaucoup d'éclairage au niveau notamment de l'histoire concrète qui est en train de s'écrire dans la région. Merci d'avoir attiré notre attention sur les subtilités du discours qui se joue actuellement, les subtilités qui sont à la fois au niveau de la forme et au niveau du fond. Ben moi, c'est comme la 5e ou la 6e fois que je participe aux différentes éditions de Patrick Mbeko. Puis je trouve ça édifiant parce que chaque fois, ça nous permet, ça nous ressource. Ça me permet de me ressourcer, de me convaincre que le combat que nous menons est vrai pour la justice, pour la paix, de mieux comprendre les enjeux qui font que notre pays est devenu ce qu'il est devenu, qui fait qu'on comprenne mieux ce qui se passe au Congo et qui fait que surtout on soit capable de l'expliquer à nos enfants. Moi j'ai des grands-enfants, donc je me sens à l'aise de leur faire part de ces enjeux de Patrick. Moi mon défi aujourd'hui, c'est que mes enfants lisent les livres de Patrick Mbeko. Son travail est toujours bien fouillé et puis qu'il est basé sur des recherches scientifiques et puis vraiment ils donnent leur juste sur ce qui se passe actuellement sur le Rwanda et même surtout quand on regarde les livres qu'il a écrits, ça parle en fait de la guerre au Rwanda, du génocide rwandais et aussi de la guerre au Congo et les enjeux en Afrique centrale. Et sauf ceux qui ne connaissent pas ces livres, mais c'est des livres vraiment importants que les gens peuvent se procurer pour lire et comprendre exactement c'est quoi la situation géopolitique dans notre région. Je m'appelle Patrick Mbeko, je suis l'auteur du livre Rwanda malheur aux vaincus. Et l'événement, la présentation s'est très bien passée, il y a eu un bel échange avec le public et on ne peut pas demander mieux. Je recommande la lecture du livre à toute personne qui veut comprendre les événements survenus dans la région des Grands Lacs, pas seulement au Rwanda, mais aussi en RDC où le génocide rwandais a eu des suites catastrophiques et qui se voient encore aujourd'hui avec la guerre que mène le Rwanda contre la RDC via le groupe terroriste appelé M23. Donc c'est un livre essentiel pour la compréhension des enjeux non seulement historiques mais aussi géopolitiques et stratégiques.